Bonjour tout le monde. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de la poussée d'Archimède, dont le chapitre commence à la page 10 de votre cours. Et j'ai commencé par vous présenter finalement l'origine de cette poussée d'Archimède, qui est donc une histoire de pression qui varie, qui est différente entre le haut des objets et le bas des objets quand ils sont immergés dans un fluide. Et comme les pressions ne sont pas les mêmes sur le haut, sur le bas, les forces non plus ne sont pas les mêmes sur le haut et sur le bas. Et ce qu'il en résulte, c'est une force qui est globalement dirigée vers le haut, qu'on appelle donc la poussée d'Archimède. Donc on avait fait ce développement. Je vous avais dit d'ailleurs que le développement complet était disponible. Il se trouve à la page 11 et aussi à la page 12, ici sur le bas, à partir de là en fait. Mais que c'était pour moi facultatif, donc vous n'êtes pas obligé de savoir le reproduire. C'était, si ça vous intéressait, vous pouvez le voir. Mais ce qui est important, c'est de savoir utiliser la formule qui permet de calculer la poussée d'Archimède qui s'exerce sur un objet qui est immergé ou partiellement immergé dans un fluide. Après ça, je vous ai fait quelques petites remarques concernant justement cette poussée d'Archimède et entre autres, en particulier comme remarque, le fait que la poussée d'Archimède s'oppose à la force de pesanteur puisqu'elle est toujours dirigée verticalement vers le haut, tandis que la force de pesanteur est toujours dirigée verticalement vers le bas, et que donc, à partir de là, on peut définir ce qu'on appelle le poids apparent, comme étant la différence entre le poids réel des objets et la poussée d'Archimède qu'ils subissent lorsqu'ils sont immergés dans un fluide. On était arrivé à une conclusion dans quelques remarques qui étaient donc ici, à la page 13, et puis on s'était arrêté après les remarques. Donc ce que j'aimerais faire maintenant avec vous, c'est voir justement la fin de ce chapitre, donc à partir de la page 13, ici, à partir de cet endroit-là, jusqu'à la fin du chapitre sur la poussée d'Archimède, c'est-à-dire jusqu'à la page 14. Jusqu'en bas de la page 14, ici, jusque-là. Voilà. Alors, je vais évidemment, dans cette présentation, revenir sur des éléments, des conclusions auxquelles on était arrivé la semaine passée, dans la vidéo, justement, sur la présentation de la poussée d'Archimède. Alors, dans cette situation, maintenant, considérons un fluide qui a une masse volumique qu'on appelle ρ fluide, en fait, ça peut être de l'eau, de l'air, peu importe, et un corps, un objet quelconque, qui a un volume qu'on appelle V majuscule et une masse M minuscule, qui est donc contenu à l'intérieur de ce fluide. Ce corps, il a une masse volumique qui est définie par la masse du corps divisée par le volume du corps. Donc, en retournant cette formule, en multipliant par V, on peut obtenir une expression qui nous permet de déterminer la masse de ce corps comme étant égale à la masse volumique du corps fois le volume. Alors, le corps étant immergé, donc on a la situation suivante, je peux faire un petit dessin vite fait. Vous avez donc un liquide, peu importe, et puis vous avez un objet ici, mettons un objet comme ça, qui a cette masse petit m, qui est celle-ci. Et il a aussi un volume grand V, qui est celui qu'on a calculé. Celui-là en fait. Alors, cet objet il va subir deux forces, une qui est dirigée vers le bas et qui s'appelle la force de pesanteur, et une qui est dirigée vers le haut et qui s'appelle la poussée d'Archimède. Le poids peut être plus grand que la poussée d'Archimède, peut être plus petit aussi ou égal, peu importe, ça dépend des situations. Donc, il est soumis à deux forces. Le poids, comme je viens de dire, est la poussée d'Archimède. Alors, le poids, on sait calculer. Le poids, c'est m fois g, où m, c'est justement la masse du corps. Donc, si on prend cette expression qu'on a utilisée tout à l'heure, la masse du corps, c'est la masse volumique du corps fois V, eh bien, on peut remplacer dans la formule le m, ici, par masse volumique du corps fois V. Puis, il reste, dans la formule P égale m fois G, à multiplier par G. Et donc, à la fin, on obtient cette expression que je choisis, en fait, de réaménager d'une certaine manière sous la forme ρ. Donc, j'inverse, en fait, ici, j'inverse V et G, en réalité. C'est ce que je fais, de manière à obtenir ρ du corps fois G fois V. C'est une question d'esthétique pour qu'on puisse mieux voir les choses par la suite. Ce n'est pas nécessaire de faire ça.
Donc là, on a une expression pour la force de pesanteur qui est subie par le corps. Et puis maintenant, en ce qui concerne la poussée d'Archimède, eh bien, la formule dit poussée d'Archimède égale masse volumique du fluide fois G fois le volume immergé. Mais ici, le corps, il est complètement immergé dans le fluide. Donc, s'il est complètement immergé, le volume, c'est le volume immergé, en fait. C'est le volume du corps, le volume V, le même qu'on a utilisé dans la formule en dessus. Donc, on a ces deux expressions-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces deux expressions? Eh bien, si on cherche à calculer, je vais juste garder ce qui est important. Donc ça, je dégage, voilà, je garde juste ça. Voilà. Maintenant, grâce à ces deux expressions, je peux calculer le poids apparent, en fait. Alors, le poids apparent, à la page suivante, eh bien, par définition, le poids apparent, c'est la différence entre le poids et la poussée d'Archimède. Ça, c'est une définition ici. Ça, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, notamment dans les exercices que je vous avais demandé de faire pour cette semaine. Alors, pour le poids, en rouge, ici, je vais réutiliser l'expression qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire ici, P égale ρ du corps fois G fois V. Donc, j'utilise ça là-dedans. Pardon, voilà. À la place de P, je mets ici, voilà, je vais y arriver, ρ du corps fois G fois V. Et puis, en ce qui concerne la poussée d'Archimède, eh bien, si je retourne à la page, la page précédente, eh bien, la poussée d'Archimède, c'est tout simplement ici, voilà, c'est leur masse volumique du fluide fois G fois V. Donc, le même G et le même V. Donc, masse volumique du fluide, cette fois G fois V. C'est l'expression qu'il y a ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Eh bien, on voit qu'il y a des éléments ici qui apparaissent dans les deux termes. Hein, c'est G et V, en fait. Hein. Ici, il y a G fois V, et puis ici, il y a G fois V. Une fois multiplié par la masse volumique du corps et une fois par la masse volumique du fluide. Donc ce qu'on peut faire à ce stade, c'est une mise en évidence. On peut mettre en évidence, justement, G fois V. C'est ce qui est fait ici. Et puis, ce qui reste, ben, c'est la différence masse volumique du corps moins masse volumique du fluide. Donc, ceci, c'est en fait une autre façon d'écrire le poids apparent, une autre manière qui découle en fait des définitions, et des conclusions qu'on a obtenues auparavant. Alors, ça c'est intéressant parce que si maintenant la masse volumique du corps, je vais faire ça en vert ici, si la masse volumique du corps, elle est plus grande que la masse volumique du fluide. Eh bien, vous voyez dans cette parenthèse, je peux effacer ici, hein, dans cette parenthèse, si ρ du corps est plus grand que la masse volumique du fluide, eh bien cette parenthèse, elle sera plus grande que 0. G, c'est 9,81, donc c'est positif. Le volume, il ne peut pas être négatif. Donc, si on a cette différence qui est positive, ça veut dire que le poids apparent est plus grand que 0. Alors, qu'est-ce que ça implique si le poids apparent est plus grand que 0? Eh bien, on l'a déjà vu, ça. Si je recule aux conclusions de la semaine passée, on avait vu que si le poids apparent est plus grand que 0, alors le corps coule. Ça veut dire en réalité que le poids est plus grand que la poussée d'Archimède. En gros, que ça pousse plus contre en bas que contre en haut. Donc, c'est pour ça que l'objet coule. Donc, on peut ici, si vous voulez, l'idée de ce qu'on avait vu la semaine passée, c'était de comparer le poids et la poussée d'Archimède, donc de comparer les forces. Mais en fait, on n'a pas toujours les forces à disposition. Et donc, en utilisant cette nouvelle expression du poids apparent qu'il y a ici, donc cette expression-là, eh bien, on voit qu'au lieu de comparer le poids et la poussée d'Archimède, on peut aussi comparer les masses volumiques du corps et du fluide. Et que donc, si la masse volumique du corps est plus grande que celle du fluide,
alors le poids apparent est supérieur à 0 et donc l'objet coule. Au contraire, si la masse volumique du corps est plus petite cette fois, plus petite plus petite ou égale même que la masse volumique du fluide, alors si c'est strictement plus petit, ben vous avez la masse volumique du corps moins la masse volumique du fluide. Si la masse volumique du corps est plus petite, ben vous aurez une valeur négative ici. Et puis si c'est égal, ben vous faites l'un moins l'autre. Si les deux sont égaux, eh ben, ça donne 0. Donc, ça veut dire que cette valeur-là, cette différence, elle va être plus petite ou égale à 0. Et donc, le poids apparent, lui aussi, va être plus petit ou égal à 0. Et je vous rappelle la conclusion qu'on avait obtenue dans la vidéo précédente. Si le poids apparent est plus petit ou égal à 0, alors l'objet ne coule pas. En fait, s'il est plus petit que 0, l'objet il remonte. Ça veut dire que la poussée d'Archimède, elle l'emporte sur le poids, elle est plus forte, donc ça pousse plus contre en haut que contre en bas. Puis si c'est égal à 0, ben les deux sont égales, et donc du coup l'objet il reste à la même hauteur. Mais ça arrive rarement en fait dans la réalité, comme on peut le voir d'après cette nouvelle expression, parce que pour que ça se produise, qui est un poids apparent égal à 0, eh bien, il faut que la masse volumique du corps soit égale à la masse volumique du fluide. Et puis ça, c'est assez difficile à obtenir, c'est rare en fait. C'est rare qu'un objet ait la même masse volumique que le fluide dans lequel il se trouve, évidemment. Alors par exemple, les sous-marins, eux, leur but, c'est ni de couler, ni de remonter. C'est de remonter s'ils ont envie de remonter, bien entendu, mais l'idée, c'est quand même de ne pas couler, surtout, et donc de rester à la même profondeur pendant un certain temps. Donc, du coup, ils s'arrangent avec des systèmes d'évacuation d'eau, etc., dans des poches. Il y a des compartiments dans lesquels ils prennent de l'eau pour justement ajuster la masse volumique totale du sous-marin à la masse volumique de l'eau qui l'entoure. Et puis donc, ils évacuent cette eau par un système mécanique en fait, qui éjecte cette eau, qui est remplacée par de l'air en fait, pour que le sous-marin puisse remonter. En fait. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne vais pas entrer dans le détail du fonctionnement des sous-marins, mais disons que c'est assez rare en réalité que la masse volumique du corps soit égale à la masse volumique du fluide. En général, c'est plutôt ou supérieure ou inférieure. Et du coup, si la masse volumique du corps est plus grande que la masse volumique du fluide, alors l'objet coule. Puis si au contraire elle est plus petite, alors dans ce cas-là, il ne coule pas et ça remonte même en général. Alors, du coup, avec cette expression qui est ici, encore une fois, vous pouvez connaître le comportement d'un objet, est-ce qu'il va couler ou est-ce qu'il va remonter à la surface, simplement en comparant sa masse volumique avec la masse volumique du fluide dans lequel il est immergé. Alors ça, je peux donner plein d'exemples de ça. Par exemple, bon, je ne l'ai pas mis dans les exemples ici, mais quand vous mettez par exemple de l'huile dans de l'eau, la masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. L'huile, bon, ça dépend des huiles, mais grosso modo, la masse volumique de l'huile, c'est 800 kg. On va mettre un petit environ, parce que ça varie, mais c'est 800 kg par mètre cube. Donc du coup, la masse volumique de l'huile étant plus petite que la masse volumique de l'eau, qu'est-ce qui se passe? L'huile, elle remonte. L'huile, elle monte à la surface. Et à la fin, vous avez quoi? Si vous avez une casserole, puis dedans, vous mettez de l'eau, et puis qu'en plus, vous rajoutez de l'huile, l'huile, elle vient se mettre à la surface. Ici. Parce que l'huile, elle a une masse volumique plus légère, plus petite que celle de l'eau. Même chose avec le pétrole. Le pétrole, c'est aussi une masse volumique de l'ordre de 800 kg par mètre cube. Donc, quand il y a une catastrophe écologique telle qu'une marée noire, un bateau qui perd du pétrole à la surface de la mer, heureusement, ce pétrole ayant une masse volumique plus petite que celle de l'eau, il reste à la surface de l'eau, toujours grâce à ce même principe. Et ça, c'est plutôt bénéfique. Enfin, je veux dire, c'est pas bénéfique, mais c'est un moindre mal, puisque justement, ce qui pourrait être pire, c'est qu'il coule.
sous l'eau, et puis du coup, on ne pourrait jamais le récupérer, et donc il y aurait des pollutions sous la surface de l'eau, hein, au fond de l'eau. Là, au moins, il reste à la surface, et maintenant, grâce à certains systèmes, on arrive à récupérer ce pétrole pour limiter, hein, on va dire ça comme ça, les dégâts occasionnés par une marée noire. Alors ici, je vous présente quelques petits exemples. Le premier dont je vais vous parler, c'est celui d'une montgolfière. Alors une montgolfière, vous avez donc le ballon, hein, en fait, comme ça, voilà, et puis vous avez la nacelle là en dessous, voilà. Et puis l'idée, c'est de mettre une flamme, hein, ici, hein, en quelque sorte. Bon, là, j'ai voulu faire une petite flamme, bon, bref. Et puis du coup, à l'intérieur, on a de l'air chaud, qui est donc plus chaud que l'air qui est à l'extérieur, qu'on va appeler de l'air froid. En fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme on l'a vu dans le cours sur la calorimétrie, quand on chauffe quelque chose, quand la température augmente, le matériau, que ce soit un liquide, un gaz ou un solide, il se dilate. Donc, dans une montgolfière, on chauffe l'air qui est contenu dans le ballon pour qu'il se dilate. Donc, s'il se dilate, ça veut dire que son volume augmente. Mais il y a toujours la même quantité d'air dans le ballon. Donc, en fait, la masse est constante, il y a la même masse d'air, mais il y a le volume qui augmente. Donc, du coup, que fait la masse volumique, qui est égale à M sur V? Si le volume augmente, on divise par une valeur de plus en plus grande. Donc, du coup, la masse volumique, elle descend. Donc, quand on chauffe l'air, son volume a tendance à augmenter et donc sa masse volumique a tendance à diminuer. C'est ce que j'ai écrit ici. Ainsi, son volume augmente, tandis que sa masse reste la même. Cela fait donc diminuer la masse volumique de l'air qui est dans le ballon, de l'air chaud. Alors, on se retrouve à la fin avec l'air qui est dans le ballon, l'air chaud en fait, la masse volumique de l'air chaud est plus petite que la masse volumique de l'air ambiant, et donc l'air chaud va monter. Et puis comme l'air chaud qui est dans le ballon monte, le ballon il monte avec. Et donc, si vous voulez, si les ballons arrivent les montgolfières, les ballons arrivent à voler, c'est justement grâce à l'application de la poussée d'Archimède qui devient suffisante pour faire voler le ballon. Alors du coup, après, pour redescendre, il suffit d'arrêter de chauffer. Du coup, l'air à l'intérieur du ballon va se refroidir. Comme il va se refroidir, sa masse volumique va avoir tendance à augmenter pour devenir la même que celle de l'air froid, hein, ou plus petite, et puis petit à petit, il va descendre sous l'effet du poids. Hein. Il y a aussi le poids il ne faut pas oublier qu'il y a le poids de la montgolfière ici, hein, le poids de la nacelle, le poids des gens qui sont à l'intérieur. Donc tout ça, ça fait qu'il peut redescendre, en fait, le ballon. Toujours dans le cours qu'on avait vu sur la calorimétrie, juste avant le cours en fait, sur les pressions, hein, sur ce sujet-là, on avait vu que quand on veut chauffer une pièce, on met les radiateurs en bas de la pièce. Hein, et je vous avais dit que c'est parce que en fait, quand l'air arrive au contact des radiateurs, il se chauffe, et exactement le même principe que ce qu'on vient de voir maintenant. Comme l'air se chauffe, sa masse volumique diminue, donc il monte. Et donc l'air chaud va au plafond, et du coup l'air froid a tendance à descendre, puis ça fait un cycle à l'intérieur, un mouvement circulaire en quelque sorte, qu'on appelle des mouvements de convection, et c'est ça qui permet de chauffer la pièce de manière uniforme. Et c'est aussi pour ça qu'on met les radiateurs en bas de la pièce, parce que si on les mettait directement en haut, l'air chaud ne pourrait plus monter puisqu'il y a le plafond. Hein, donc il y aurait une couche d'air froid en bas et une couche d'air chaud en haut. Autre situation, la poussée d'Archimède est responsable des courants atmosphériques et des courants marins. Donc, les courants atmosphériques, c'est ce qu'on appelle les vents, en fait. Et puis les courants marins, c'est les grands courants qu'on peut observer dans les océans. Hein. Donc, l'idée, c'est que, encore une fois, vous avez des différences de température, que ce soit dans l'air ou que ce soit dans l'eau, en fait, hein, en fonction de la profondeur, en fonction de l'ensoleillement. Enfin, il y a différents facteurs qui influencent ces températures. Quand la température augmente, eh bien, du coup, le volume augmente. Donc, du coup, la masse volumique qui est égale à la masse divisée par le volume, si le volume augmente, elle a tendance à diminuer. Donc, l'eau chaude aura une masse volumique plus petite, donc elle aura tendance à monter. Et puis la même chose, l'air froid, l'eau froide aura tendance à descendre. Puis si on remplace l'eau par l'air, le phénomène, bon, c'est pas la même chose du point de vue des valeurs, hein, mais du
point de vue phénoménologique, c'est la même chose. L'air chaud a tendance à monter, tandis que l'air froid a tendance à descendre. Donc, ces montées et ces descentes, ça occasionne justement des courants atmosphériques, hein, donc finalement un peu vivants, et puis aussi des courants marins. Je terminerai mes exemples par toujours le même phénomène qui se produit à l'intérieur du manteau terrestre. À l'intérieur du manteau terrestre, donc, vous avez en gros hein, la Terre, qui est, donc, on va faire comme ça, la Terre. La Terre, elle a une petite croûte de quelques centaines de kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, je ne sais pas exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle la croûte terrestre. Et puis, sous la croûte, il y a toute une zone. Hein, bon, il y a un noyau, hein, en fait, ici, grosso modo. Mais il y a toute une zone qu'on appelle le manteau. Hein, c'est cette zone qu'il y a ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le manteau terrestre. Quand il y a un volcan qui entre en éruption, il y a une partie du liquide du manteau qui traverse la croûte, puis ça fait une éruption volcanique. Donc, c'est le magma, en fait. Hein, c'est cette roche en fusion, c'est justement le contenu du manteau. Donc, c'est un fluide, hein, c'est comme un espèce de liquide très dense, en fait. Et donc, à l'intérieur de ce liquide, eh bien, il se trouve que le noyau a tendance à beaucoup chauffer ce liquide. Donc, quand il est chaud, il a tendance à monter. Enfin, monter, vous voyez ce que je veux dire, quoi, à s'éloigner du noyau. Puis quand il est plus à la surface, il est plus froid, donc il a tendance à redescendre. Donc du coup, ça fait des espèces de mouvements comme ceci, hein, des mouvements du manteau à l'intérieur, du mouvement du fluide, du magma à l'intérieur donc de la couche qu'on appelle le manteau terrestre. Et puis comme la croûte terrestre, c'est en fait des plaques qui sont positionnées à la surface, et bien du coup ces plaques elles peuvent bouger. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de la tectonique des plaques qui sont à l'origine donc du mouvement des continents, des tremblements de terre, etc., etc. Donc ça s'explique aussi par l'influence de la poussée d'Archimède, mais cette fois dans le fluide qui est le contenu du manteau terrestre. Il y a plein d'exemples d'applications de la poussée d'Archimède. Il y en a vraiment plein. Je m'arrête ici pour ces exemples-là.